Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à une autre édition de Radio Mag, toujours en compagnie du professeur Roger Blanchette, ici Martin Perrault. Roger Blanchette, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je veux te dire que le temps est plus doux, ça fait du bien. Oui, effectivement. Parce que toi, tu es toujours assis ici confortablement en studio, mais moi, je dois aller tourner des images au froid, mais là, aujourd'hui, c'était merveilleux. Ben, c'est normal qu'il y en ait un qui travaille des deux. Oui. Et parlant de travailler, oui. Hydro-Québec travaille très très fort à baisser le coût de l'électricité pour les entreprises. Oui, là, ça commence à friser l'indécence, là. En quelques jours d'intervalle, on apprend qu'ils font des profits de plus de 3 milliards. Ensuite, du même souffle, on nous dit qu'on va nous augmenter parce qu'il fait froid, on va profiter du fait qu'il fait froid pour augmenter nos factures encore plus. Et là, toujours dans le même souffle, on nous dit que le gouvernement va offrir des rabais, Hydro-Québec va offrir des rabais de 20% aux compagnies qui vont venir s'installer ici. Et nous, les pauvres travailleurs, on paye. On paye, exactement. De plein prix. De plein prix. Mais même plus que le plein prix, là. Je sais pas si ça fait 3 ou 4 années de suite qu'on a des augmentations assez impressionnantes. Pendant ce temps-là, leur profit augmente et on donne des rabais aux compagnies. Puis il y en a une augmentation qui s'en vient. Ben oui, le 1er avril, là. On va fêter ça? Avril. Ben oui, exactement. Puis c'est pas tout, parce que il y en a une qui commence le 1er avril, mais l'Office national d'énergie a accepté aussi une augmentation encore plus élevée, mais comme c'était trop gros, ils l'ont réparti jusqu'en 2017. Donc ça veut dire qu'on va avoir encore des augmentations au moins jusqu'en 2017. Les compagnies, eux autres, vont avoir une réduction de 20%. On est obligé de s'acheter une petite bicyclette, pédaler, brancher ça pour faire de l'électricité. Effectivement, j'y pense sérieusement. J'aimerais que tu me racontes l'histoire. Tu m'en parlais avant qu'on soit en onde de batterie, justement, parlant d'énergie de pile. Bon, en plus de ça, oui, parce qu'on sait que le Québec, en tout cas, se dirige de plus en plus vers, par exemple, au niveau des transports, l'électrification des transports. Et pour les voitures qui fonctionnent à l'électricité, bien entendu, ça prend des batteries. Le Québec, par Hydro-Québec, a une expertise très développée là-dessus. Mais là, quand Couillard est allé en France la semaine passée, en plus de faire payer son voyage par des Français, il a donné à une compagnie française le contrat pour fabriquer des batteries qu'on va utiliser au Québec. Alors, on pourrait les fabriquer. Autrement dit, au lieu de créer des emplois ici, dans un domaine où on a une expertise certaine, on va donner des contrats à l'étranger. Puis ils vont nous vendre des batteries probablement plus chères. Exactement. Exactement. Roger, mercredi de cette semaine, je suis allé faire un tour du côté de la manifestation au centre d'aide 24/7. Oui. C'est une manifestation très paisible, une centaine de personnes. On est parti du 19 rue Caron dans le secteur Hall. Ensuite de ça, on s'est dirigé vers les bureaux de notre chère amie, Madame, voyons, son nom m'échappe. Gaudreau? Gaudreau, Maryse Gaudreau. Je comprends que ton nom t'échappe parce qu'il n'est pas souvent là. Et ensuite de ça, un tour du côté de l'Agence de la santé. Oui. Et je le répète parce qu'on en a parlé dans nos émissions précédentes, mais le centre d'aide 24/7, là, c'est important. Ah, écoute, c'est un organisme qui a fait ses preuves. Ça fait des années et des années qu'il fonctionne. Il y a plein de témoignages de gens qui l'ont utilisé. Leur service était exceptionnel. Et je m'excuse, mais c'est pas vrai que CLSC ou les services de santé vont être capables de jouer le même rôle. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, c'est impossible. C'est impossible. En plus de ça, je ne sais pas si tu as entendu cette semaine, parce qu'on a vraiment un gouvernement de bullies. On parlait de Barrette, mais il y a une couple d'autres bullies dans ce gouvernement-là. Mme Charlebois, qui est supposée être la ministre pour les services sociaux, etc., s'occuper des services sociaux, qui est venue ici, puis qui, avec mépris, doit insulter le 124/7 en disant il ne faut rien. Oui, c'était comme une guerre de chiffres. Ah oui, c'est une guerre de chiffres, c'est complètement ridicule. C'est là qu'on voit, c'est purement idéologique, là. Je le répète, c'est une hospitalisation des services qu'on fait. Parce que, dans je ne vais pas m'enfarger dans les détails, là, mais il y a deux enveloppes. Il y a l'enveloppe pour les hôpitaux et une enveloppe pour les services communautaires. Puis là, on a pris l'argent d'un service communautaire. Et c'est ça qui est dangereux aussi dans le centre 24/7. Ça va au-delà du centre 24/7 lui-même. Parce que le message que ça envoie, c'est que dorénavant, il n'y a plus de frontières entre les deux. Autrement dit, l'argent qui était destiné aux services communautaires, maintenant on va le transférer dans les hôpitaux, un point c'est tout. Et c'est pas vrai que les hôpitaux rendent des services hospitaliers. Mais il y a tout un paquet d'autres services en amont, des services sociaux, comme du genre du 124/7, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. C'est autre chose complètement. Mais là, on met tout ça ensemble. Et c'est qui va souffrir? Ben, c'est les organismes communautaires. Parce qu'on va prendre l'argent qui leur est destiné pour mettre ça à l'hôpital.
Puis c'est crasse aussi quand tu penses à ça, que cet organisme-là qui est là depuis 27 ans, qui a fait du meilleur qu'il a pu avec les budgets qu'ils avaient, de se faire retirer leurs fonds comme ça et de après se faire souligner des erreurs qu'ils auraient peut-être commises ou des choses qu'ils n'auraient pas pu arriver à faire. Ou se faire reprocher des services qu'ils n'ont pas rendus, mais qui ne rendaient pas justement parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour les rendre. Exact. Tu sais, c'est vraiment c'est d'une malhonnêteté intellectuelle absolument effarante. Là. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que les manifestations comme celle d'aujourd'hui, c'est important, puis j'espère qu'il va en avoir d'autres. Autant pour le 124.7 que pour toutes les autres coupures que ce gouvernement-là nous annonce de plus en plus, ça n'a aucun bon sens. Il va falloir vraiment... Puis ce qui est le fun aussi, c'est que pour le 124.7, on voit qu'il y a une solidarité. C'est justement les autres groupes communautaires, les autres organismes se rangent derrière le 124.7. Oui, le GTAMI, comme exemple, avait réagi. Eux autres vont être affectés. Parce que le 124.7, là, ça joue un rôle très important auprès du GTAMI, puis de la Super de l'Amitié, puis de toutes sortes d'autres groupes. Donc, eux autres aussi vont être pénalisés par ça, par ces coupures-là. Donc, c'est incroyable. Puis je rappelle que ça s'en vient rapidement. Là. Oh oui, tout ça, c'est 1er avril. Là. C'est dans quelques jours. Dans quelques jours, c'est ça. Je ne sais pas s'ils vont réussir à pouvoir sauver l'organisme. Je ne sais pas. Je le souhaite, mais je pense que du point de vue politique, là, il y a vraiment une fermeture totale. Hein. Vraiment une fermeture totale. Et je rappelle aux gens, il y a une pétition que vous pouvez signer en ligne sur le site du Centre d'aide 24/7 pour leur donner un coup de main. Donc, je vous invite à visiter le site et évidemment donner votre appui au Centre 24/7. Roger, les Olympiques de Gatineau, tu te rappelles en février, on avait parlé de l'histoire des joueurs, 6 joueurs qui auraient été impliqués dans une affaire d'indécence en allant au Boston Pizza. Et là, on apprend qu'en janvier 2014, donc ça fait 1 an, il y aurait un cas allégué d'agression sexuelle qui impliquerait pour 4 joueurs cette fois-ci. Et je voulais justement avoir tes commentaires. Ben écoute, c'est troublant tout ça, parce que bon, je répète un peu ce que j'avais dit là, au dernier événement. C'est sûr que c'est difficile parce qu'on n'a pas tous les faits, là. Tout ça, c'est sous enquête policière. Par contre, je trouve que ça traîne. Hein. Il y a vraiment, comme l'événement du Boston Pizza, là, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas entendu parler. Il y a l'événement à Québec qui semble-t-il, en tout cas, semblerait, soit encore plus grave. Mais je répète ce que j'avais dit quand on avait parlé de ça, c'est très troublant. Okay? Parce que je le répète, c'est pas la seule équipe sportive là, qui s'est arrivée, il y en a beaucoup d'autres. Il y a vraiment un problème de culture, je dirais. Là. Il y a un laisser-aller aussi, un manque d'encadrement. Okay? Mais il y a quelque chose il faut faire quelque chose. Là. Puis à ce moment-là, non seulement les équipes comme les Olympiques, mais la Ligue de hockey doit vraiment là, s'impliquer parce que ça n'a aucun sens. Il y a une espèce comment je dirais ça, de permissivité du fait que ce sont des sportifs, des futures vedettes, bon, tout leur est permis. Un jeune ordinaire là, commettrait les mêmes gestes, ça ne sera pas long qu'il s'est arrêté. C'est sûr. Mais là, parce que c'est des vedettes ou des futures vedettes, on a une espèce, bon, on laisse aller, on ferme les yeux, on fait semblant qu'on ne l'a pas vu. Ça me dérange. J'avoue que ça me dérange énormément. C'est sûr que j'ai hâte qu'on ait plus d'informations, que tout ça débouche, là, le résultat des enquêtes, parce que il faut faire attention non plus de ne pas accuser les gens. Là, Oui, c'est pas tous les joueurs. Là. Exactement, il faut faire attention à ça. Mais j'ai hâte que les résultats des enquêtes en question soient rendus publics pour que justement on puisse il puisse y avoir des pressions de fait au niveau des équipes, au niveau de la Ligue, pour prendre des mesures. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y a Gilles Courteau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui dit qu'il y aurait des sanctions en fonction des gestes qui ont été posés, évidemment, si des accusations sont portées. Bien, effectivement. Ça, je suis d'accord avec ça. Faut qu'il y ait des accusations de portée. Là. Il ne s'agit pas de partir la chasse aux sorcières non plus. Là. Donc, oui, attendre qu'il y ait des accusations de portée. Mais à ce moment-là, quand on parle de sanctions, là, il ne s'agit pas de 2 matchs de suspension. Là. Non, c'est sûr. Il faut que ça soit sérieux. Là. C'est sûr. Il y a l'expulsion totale. Quant à moi, là, c'est l'expulsion totale. Ah, tu irais jusqu'à l'expulsion totale, oui. S'ils sont reconnus coupables, bien sûr. Oui, après l'enquête. Après l'enquête, s'ils sont reconnus coupables, c'est l'expulsion pure et simple.
Roger, on va parler maintenant de bière. C'est bon la bière? J'haïs pas ça. Et on va parler aussi de logo de bière. Ouais. Parce qu'il y a une nouvelle brasserie qui s'appelle les Brasseurs de l'Outaouais qui ont sorti leur nouvelle bière, leur nouveau logo et qui ressemble quand même étrangement, vous allez pouvoir le voir à l'écran, à la bière de la Blanche de Chelsea. Et donc le propriétaire de la Blanche de Chelsea et du Gainsbourg, qui est Nicolas Cazelet, c'est vraiment insurgé de ça, là, du fait qu'il y a une forte ressemblance entre son logo et celui de la brasserie de l'Outaouais. Et par contre, du côté de la brasserie de l'Outaouais, on dit que c'est un peu hasard que le logo se ressemble. Parce que dans les deux logos, il y a une rivière, il y a de la forêt, il y a un canot. Et oui. Puis il y a un ciel, il y en a un que c'est la nuit, il y en a un que c'est le jour. C'est vrai que si c'est une coïncidence, elle est forte. Ben écoute, je vais être prudent là. Écoute, bon, on s'entend que je suis le plus grand défenseur des droits d'auteur, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, je trouve qu'il y a un petit peu de charriage, mettons, là, OK? Parce que M. Cazelet les accuse, entre guillemets, d'avoir copié son modèle, mais à ce moment-là, moi, je dirais que M. Cazelet a copié d'autres modèles. Parce que je suis un amateur de bière. Oui. OK, bon. Puis je connais C'est une beaucoup. bonne dégustation. Oui. Puis je suis un amateur surtout des bières de microbrasserie. J'aime beaucoup les bières de microbrasserie. Et il y a beaucoup de marques de bières de microbrasserie au Québec qui existent depuis des années et des années, où on retrouve ces éléments-là. Canaux, rivières, ciel, arbres. C'est normal. Quand on parle du Québec, okay, de l'histoire du Québec, de la tradition québécoise, ben, les rivières, les canaux, le bois, ça fait partie de notre culture. Puis encore plus en Outaouais. Okay. Donc, quand M. Cazelet dit que ça peut pas être un hasard, je m'excuse, mais oui, ça peut être un hasard. Parce que Pierre-Luc Pilon et Boutade, des propriétaires des brasseurs de l'Outaouais, disent qu'ils ont fait faire leur logo aux États-Unis, à Cincinnati, Exactement. et qu'il n'y avait aucune possibilité qu'ils aient vu le logo Ben, c'est ça. de M. Cazelet. Ça, je te dis, c'est qu'à partir du moment, tu sais, on est une société petite, là, OK? Petite société, on a une histoire, on a des traditions, mais ils sont les mêmes partout. Comme je te disais, là, des logos de bière avec des rivières, des canaux, des arbres, là, j'en ai vu je sais pas combien, là, OK? J'ai pas eu le temps de faire l'inventaire, mais je pourrais en nommer plusieurs qui existaient bien avant la bière de M. Cazelet. Fait que si M. Cazelet les accuse d'avoir copié son logo, ben lui aussi aurait copié le logo de quelqu'un d'autre. C'est un peu absurde. Là. Puis il y aurait peut-être aussi, d'après ce qu'on a pu lire dans l'information, qu'il y aurait une petite vengeance personnelle aussi là-dedans dans un autre dossier qui est en cours de petites créances. Je t'avoue que oui. C'est une question qui mérite d'être posée. Ben écoute, si tu veux bien, mon cher Roger, on fait la petite pause. On est de retour dans quelques instants. On va parler des mosaïcultures à Gatineau. OK. C'est intéressant, ça. De retour à l'émission, toujours en compagnie de Roger Blanchette, ici Martin Perrault. Roger, on va parler bientôt des mosaïcultures, mais je voulais qu'on termine sur l'histoire des brasseurs de l'Outaouais et également pour parler justement de la bière de M. Cazelet qui s'appelle la Blanche de Chelsea. Cette bière-là, tu m'expliquais qu'elle n'est pas disponible, elle n'est pas embouteillée. Elle n'est pas embouteillée, donc elle est en vente à l'établissement de M. Cazelet, mais elle n'est pas embouteillée alors que la bière de l'autre brasseur est embouteillée. Donc c'est vraiment pas la même catégorie. Là. Donc cette bière-là, la Blanche de Chelsea, est juste disponible au magasin, au bar. Exactement. Donc il n'y a pas de confusion possible. Là, je veux dire, celle de M. Cazelet n'est pas embouteillée alors que l'autre l'est. Donc, raison de plus pour, en tout cas, dans mon cas, je vois pas vraiment de problème. Là. Bon, en tout cas, que la morale de cette histoire, quand il y a des brasseurs, ça brasse. Ça brasse, effectivement. Puis s'ils veulent que je serve d'arbitre, ils ont juste à me faire déguster leur bière, puis ils vont me faire un plaisir. Ah, t'aimes ça déguster la bière, hein? J'aimerais ça qu'on parle des mosaïcultures. Oui. C'est un beau projet qui s'en vient pour 2017 ici à Gatineau, mais ça fait pas le bonheur de tout le monde. Ben, c'est ça. J'avoue que quand c'est sorti, ces nouvelles-là, cette semaine, j'avais un petit peu de la difficulté à comprendre. Là, parce que bon, j'avais entendu parler du projet des mosaïcultures. Je trouve personnellement que c'est un très beau projet. Et là, j'ai vu la sortie du conseiller Duggan là-dessus.
Puis j'ai toujours pas compris c'est quoi le problème, là. Ben lui, en fait, aussi, ce qu'il reproche, c'est qu'il y a eu une dépense de 175 000 du CLD. Ouais. Et lui dit qu'on ne devrait pas dépenser de l'argent pour une étude si cet argent-là des CLD doit servir pour financer des futures entreprises. Ouais, sauf que là, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que les CLD, là, ils disparaissent. Oui, ça aussi. OK? Et l'argent qu'ils ont, si elle n'est pas dépensée, elle disparaît. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Okay. Donc, mais de toute façon, c'est normal aussi de faire des études, là. N'importe quel projet. Le montant qui est mentionné, c'est pas si énorme que ça, là. C'est normal qu'on fasse des études et ça rentre tout à fait dans le cadre du mandat du CLD, qui est le développement économique. Le développement économique, c'est large, là. C'est large. Et les mosaïcultures, moi, je trouve que c'est un très beau projet. C'est un très beau projet. Puis ce que je trouve intéressant, en plus d'un projet comme ça, c'est que souvent, on l'a vu par le passé, tant qu'il y avait des projets comme ça visait strictement les touristes, attirer les touristes. Alors qu'un projet comme ça, bon, oui, ça va attirer les touristes, puis tant mieux, mais c'est aussi la population locale va en profiter. En plus de ça, ça va créer des emplois. Parce qu'il faut les construire, il faut les entretenir. Ça crée beaucoup d'emplois, là. Peut-être des emplois temporaires, mais ça crée beaucoup d'emplois, un projet comme celui-là. Donc, et je comprends, j'avoue que j'ai carrément pas compris pourquoi M. Duggan... il a le droit de ne pas aimer les mosaïcultures, tu sais. C'est sûr. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi il s'oppose à ça, là, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à comprendre. Il semble qu'il aurait voulu que ça soit pas discuté en huis clos, que ça soit tout décidé d'avance. Il aurait voulu qu'il y ait des soumissions pour d'autres projets que celui-là. Ben, ça non plus, ça marche pas, là. Tu sais, avoir des soumissions, des appels d'offres pour... construire un centre multifonctionnel. Mettons, un exemple. OK, c'est un exemple qu'on prend comme ça au hasard. Là. OK, ben oui, là, c'est normal d'avoir des appels d'offres, des soumissions. Mais quand il s'agit d'un projet artistique, tu ne fais pas des appels d'offres pour un projet culturel ou pour un projet artistique. Okay? On peut te soumettre des projets, et là, tu choisis. OK? Mais c'est pas, il n'y a pas d'appel d'offres dans un projet artistique. Ça n'a aucun sens. Là. Je comprends vraiment pas son raisonnement. Là. Et sur les huis clos, je voulais avoir ton opinion sur les huis clos parce que on lui reproche à Mike Duggan de justement dévoiler de l'information qui devrait rester dans le huis clos. Je voulais savoir ce que tu pensais du huis clos en général. Bon, c'est que là, il y a eu comme deux épisodes, si vous voulez, dans cette saga-là cette semaine. Il y a eu la première sortie sur les mosaïcultures. Comme je te disais, bon, je comprends pas trop, là. En tout cas. Mais ce qu'on a appris par la suite, c'est que il semblerait qu'il y a comme un malaise, pour employer un euphémisme, il y a un malaise au conseil de ville, justement par rapport à M. Duggan. La question des huis clos, il faut faire attention. Les huis clos, là, c'est non seulement essentiel, mais c'est obligatoire dans un conseil municipal, dans le sens que les conseillers doivent toujours être les premiers à être informés sur un sujet, okay? Avant que la discussion au public. Ce qui est tout à fait normal, les conseillers qui ont été élus doivent... Il faut qu'ils étudient un peu le projet, le dossier, qu'ils aient connaissance du dossier, tout ça. Donc c'est ça le huis clos. C'est que là, les conseillers peuvent discuter sur un projet avant de sortir au public. Et c'est normal que ça se passe à huis clos. C'est tout à fait normal que ça se passe à huis clos. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'éléments plus ou moins délicats qui se discutent. Et c'est tous les organismes qui fonctionnent comme ça. D'ailleurs, pas juste le conseil municipal. Moi, je siège sur plusieurs comités au conseil d'administration d'organismes. Et c'est pas systématique, il n'y a pas nécessairement des huis clos à chaque... mais ça arrive fréquemment qu'il y a des séances à huis clos, dans le sens des sujets plus sensibles, qu'on débat entre nous avant de rendre public. C'est pas une question de faire des cachettes. Là. Un huis clos, c'est pas une question de faire des cachettes. C'est tout simplement de s'assurer que les gens ont tous les éléments du dossier avant de pouvoir en discuter avec le public. Moi, j'aimerais ça te donner un exemple. Disons qu'il y a une discussion dans un huis clos par rapport à un dossier, je sais pas, moi, qui concerne les ressources humaines. Donc ça, on peut pas dévoiler ça publiquement. Mais est-ce que, juste pour philosopher, est-ce qu'il y a trop de huis clos, selon toi? Ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que ça, c'est l'organisme là, qui mais encore là, c'est des choses qui doivent se discuter au conseil municipal. Okay? Et d'après ce que j'ai pu voir, M. Duggan a l'air d'être le seul à pas comprendre ou à pas être d'accord avec ça. Là. Je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, là, mais quand tous les autres, qui sont souvent en désaccord sur plusieurs sujets,
là, ils sont d'accord, tous d'accord pour dire que M. Duggan est à côté de la traque. Ben là, on peut se poser la question. Mais c'est aussi la notion de travail d'équipe là-dedans. Là. Tu sais, être conseiller municipal ou maire, là, mais être membre d'un conseil municipal, ça exige d'être capable de travailler en équipe. Okay? Et bon, puis il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres, disons, à travailler en équipe. Encore là, on n'est pas à l'intérieur du conseil de ville, donc on n'a pas tous les éléments, mais ce qu'on en sait, c'est que M. Duggan a l'air d'être tout seul de sa gang. Là. Okay. Et le maire, Maxime Penneau-Jobin, qui mentionne que l'importance justement du huis clos et qu'il y aurait peut-être même des représailles s'il y a de l'information qui coule des huis clos, que c'est très important de garder ce qui est discuté là entre ces gens-là. Oui, c'est un fait, parce que je te parlais tantôt que je te disais que je faisais partie de comités ou d'organismes. Moi, beaucoup d'organismes, pas tous, mais beaucoup d'organismes dont je fais partie, au moment où je commence à faire partie du comité, je dois signer un document de respect de la confidentialité, où je m'engage solennellement à ne pas divulguer les sujets qui sont débattus en huis clos. C'est fondamental. C'est fondamental. Parce que je ne dis pas que c'est toujours grave, mais ça peut avoir des conséquences très graves éventuellement si des discussions qui ont lieu. Je donne un exemple. Tu parlais par exemple de ressources humaines. Ouais. Tu sais, si on discute du dossier d'un employé, mettons, à huis clos. Puis là, tout sort, son nom, puis son historique. Exactement, ouais. Ça n'a aucun sens. Là. Donc c'est tout à fait normal. On va sûrement avoir il va sûrement y avoir d'autres développements dans cette histoire-là. Là. Mais la remise en question des huis clos, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Que ce soit clair, oui. Que le conseil, les membres du conseil puissent en discuter entre eux, oui. Mais à partir du moment où on fait partie d'un groupe et que l'ensemble du groupe s'entend sur un certain nombre de règles, ben on les respecte, ces règles-là. Si on n'est pas capable de respecter ces règles-là, ben on se retire, tout simplement. Personnellement, moi, je trouve que les mosaïcultures, ça va être super intéressant, ça va être super beau à voir. Moi, je trouve que c'est un très beau projet, En 2017, la ville qui pourrait investir 2 millions de dollars et ça va rapporter de l'argent aussi. Exactement. On se le cachera pas, le tourisme. Oui, ça rapporte de l'argent, puis comme je disais, ça crée des emplois, puis ça donne une visibilité, parce que mosaïculture, t'en trouves pas dans toutes les villes. Montréal, ça fait des années qu'on en voit à Montréal, et à chaque année, c'est un succès immense. C'est ça. Là. Donc pourquoi qu'on n'en aurait pas ici? Exactement. Pas de problème là, moi. Un autre sujet, Roger, la CREO, la Conférence régionale des élus de l'Outaouais, qui ferme. Un autre organisme qui disparaît. Et s'ajoute à la longue liste. Pourquoi il ferme? L'austérité. Et justement, ben, je voulais que tu nous expliques un peu pour les gens qui savent pas c'est quoi le CREO. C'est un autre exemple là, de coupure que je trouve carrément stupide et contre-productive. Parce que le CREO, c'est la Conférence régionale des élus de l'Outaouais. Ça a été créé il y a quelques années, puis pas pour rien. Les gens n'ont pas créé ça, là, pas juste pour le fun parce qu'il n'y avait rien à faire. C'est que ça répond à un besoin. En passant, les CREO, il y en a dans toutes les régions. Là. Exact. Dans toutes les régions. C'est que justement, dans la majorité des régions, comme en Outaouais, là, à un moment donné, il y a un problème au niveau de la coordination régionale. Tu sais, l'Outaouais, c'est pas juste Gatineau. Hein? Non, tu sais, il y a les MRC. Il y a les MRC, tout ça, exactement. Puis, il y a des projets, okay, qui sont, comment je dirais ça, qui valent d'être mis en commun. Okay. Il y a des occasions aussi où ça évite, par exemple, je ne sais pas, moi, si, par exemple, je sais pas, moi, Papineauville, par exemple, veut organiser une activité, mais que Gatineau ou Maniwaki a un projet semblable, bien, avec un organisme comme la CREO, ça permet de coordonner tout ça et de ne pas se piler ses pieds mutuellement. Là, okay? Ça permet aussi de mettre des ressources en commun. Ça permet de mettre des ressources en commun et de développer des projets régionaux. Okay? Ça, c'est avantageux pour une région. Parce que chaque ville, tout seul, est peut-être pas capable de réaliser un projet, mais si on met toutes les ressources ensemble, autant les ressources financières que les ressources humaines, si on met ça ensemble, ça permet aussi, et ça c'est important, de parler d'une même voix face au provincial ou au fédéral.
T'sais, l'Outaouais comme région a beaucoup plus de poids que Maniwaki tout seul. Là. Et justement, le provincial, le gouvernement qui dit qu'il ne reconnaîtrait pas une entité qui se créerait de quelqu'un qui, par exemple, des gens qui voudraient repartir quelque chose semblable au Créo, ils reconnaîtront pas cet organisme-là. Ben non, c'est ça. Il y a vraiment comme un double discours là, de la part du gouvernement, dans le sens que, je ne sais pas si tu te souviens, la campagne électorale, une des nombreuses promesses que M. Couillard a faites en campagne électorale, c'est que lui, il serait le premier ministre des régions. Ben, à date, là, toutes les mesures qu'il prend vont à l'encontre des régions. Mais c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Ben, peut-être que c'est ça. On avait mal compris, c'est ça, on avait mal interprété. T'as raison, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. Le Créo était propriétaire de la maison de l'Outaouais qui est située au 394 boulevard Maloney. Ouais. Et là, ils ont jusqu'au 30 septembre pour liquider leurs actifs. Ben, c'est ça, à partir du moment où ils n'existent plus, ben, ils doivent liquider leurs actifs. Et normal, c'est une valeur de plus de 1 million de dollars. Ouais. C'est triste quand même. Oui, c'est triste et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est vrai pour l'Outaouais, mais c'est pas juste pour l'Outaouais, c'est pour toutes les régions du Québec. Le gouvernement libéral actuel est en train carrément de tuer les régions. Là. Puis le mot est pas trop fort. Si tu additionnes toutes les mesures qu'ils sont en train de prendre, ça va tuer. Il y a certaines régions. L'Outaouais va probablement réussir à survivre parce qu'on est une région quand même, on a un bon bassin de population, on a des ressources, etc. Mais il y a des régions qui vont carrément mourir, là. Carrément mourir. D'ailleurs, c'est ce que conseillait le conseil du patronat, de carrément mettre la clé d'un porte, de déménager le monde, de les envoyer en ville. C'est la solution logique. Maintenant, Roger, tu veux nous parler d'une jeune fille de 10 ans qui s'appelle Audrey de l'école Boisjoli du secteur Gatineau qui a fait quelque chose d'assez spectaculaire. Oui, mais pour situer le contexte, il faut reprendre le problème à la question à son début. C'est que la commission scolaire des draveurs, donc l'école Boisjoli, c'est à Gatineau, donc c'est la commission scolaire des draveurs, a décidé, tout simplement, pour des mesures comptables, des mesures économiques, d'envoyer les enfants de 6e année, à partir de l'année prochaine, les enfants de 6e année de l'école Boisjoli vont être envoyés au Carrefour. Polyvalente, le Carrefour. Polyvalente, le Carrefour. Qui est un immense poulailler, comme tu le sais. OK? Non, mais c'est immense. Oui, c'est vrai. C'est une immense polyvalente. Donc, on a envoyé les enfants de 6e année. Donc, ce qu'elle a fait, cette fille, c'est qu'elle a tout simplement écrit une lettre, OK, expliquant sa position, puis qu'elle voulait envoyer aux parents. Mais elle a fait l'erreur de distribuer cette lettre-là aux autres élèves dans la cour d'école. Et... Oui, mais c'est normal, c'est qu'elle voulait l'envoyer aux parents. Donc, elle a fait comme les professeurs font. C'est quand tu envoies une lettre aux parents, tu passes par les enfants. Exact. Exactement. Bon, elle a fait ça dans la cour d'école. Et puis là, bien évidemment, ils se sont fait prendre à faire circuler cette lettre-là. On lui a demandé de récupérer les lettres qu'elle avait distribuées. Et là, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu, elle a refusé. OK? Et on l'a expulsé de l'école pour une journée et demie, quelque chose comme ça. Là. On l'a mis dehors de l'école. Moi, je trouve ça, honnêtement, là, ça me dépasse. Okay. Donc, Roger, je te laisse le mot de la fin. Oui, bien c'est ça. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Nous autres, on demande pas mieux. Puis en plus, on vous promet que vous ne serez pas suspendu si vous donnez votre opinion. Et je veux juste te dire que c'est Audrey, 10 ans, la semaine prochaine, qui va animer à ta place. C'est pas vrai. Donc, Roger, je te souhaite un beau week-end. On se retrouve vendredi prochain. D'accord.